Les montagnes majestueuses et les forêts infinies attirent dans les aventuriers avec la promesse de liberté et de défis inoubliables. Mais parfois, la nature sauvage, dans sa beauté silencieuse et impitoyable, ne laisse pas partir ses hôtes. Qu'est-ce qui pousse des randonneurs expérimentés, qui connaissent chaque pas qu'ils font, à disparaître sans laisser de traces? Quel secret se cache derrière les indices étranges et illogiques laissés sur des sentiers déserts? Des sommets enneigés de la Sierra Nevada aux profondeurs mystérieuses du lac Crater, ces histoires racontent le destin de ceux qui ont fait un pas vers l'inconnu et ne sont jamais revenus, ne laissant derrière eux qu'une question lancinante. Que s'est-il réellement passé? Dans les coins reculés et sauvages du monde entier, de nombreuses disparitions et morts étranges et inexpliquées ont eu lieu. Ces endroits sont souvent dangereux et impitoyables, ce qui rend la navigation difficile. Malgré les risques liés au voyage dans ces endroits sauvages, il existe des cas où des indices mystérieux et des circonstances étranges défient toute logique. L'un de ces cas inhabituels s'est produit dans le parc national de Crater Lake, dans l'Oregon. Le parc national de Crater Lake, situé dans le comté de Klamath, fait partie de la majestueuse chaîne des Cascades, dans le sud-ouest de l'Oregon. La région se caractérise par de vastes forêts, des champs de fleurs sauvages, des prairies paisibles et de hautes falaises et sommets. L'air du parc est pur et limpide, ce qui en fait l'un des plus beaux endroits de la planète. L'élément central du parc est le lac Crater lui-même, un magnifique plan d'eau d'un bleu profond. Le lac couvre une superficie de 33 km². Sa profondeur maximale est de 600 mètres, ce qui en fait le lac le plus profond des États-Unis et le 9e plus profond au monde. Il s'agit d'un lac de caldeira formé après l'éruption et l'effondrement du volcan Mazama, haut de 3700 mètres, il y a environ 7500 ans. Malgré sa beauté, cet endroit a été le théâtre de nombreuses disparitions étranges et inexpliquées. Une personne a disparu dans la nature sauvage du parc national de Crater Lake, ne laissant derrière elle que des indices étranges et des restes inhabituels qui défient toute explication simple. Les circonstances de sa disparition et de sa découverte ultérieure ont conduit beaucoup de gens à croire que quelque chose de surnaturel ou d'inexplicable se passait dans cette nature sauvage, isolée et magnifique. En 1975, Charles McCullough, un photographe en herbe de 19 ans, a été captivé par le majestueux parc national de Crater Lake, qui était alors recouvert de neige. McCullough a quitté sa maison en Virginie en 1974 pour se lancer dans une expédition photographique à travers le pays. Il a voyagé en bus, s'arrêtant à divers endroits, en cours de route, pour faire de la randonnée, chercher l'aventure et prendre des photos pour son journal photographique. En janvier 1975, il est arrivé à Eugene, dans l'Oregon, où il a séjourné chez un ami pendant plusieurs semaines. Pendant cette période, il a prévu un voyage de 2 jours au lac pour faire des photos hivernales. Il a rassemblé son équipement et est parti seul. Malgré les conditions hivernales difficiles, McCullough était bien préparé pour le voyage. En portant son appareil photo avec lui, il s'est enfoncé dans la nature sauvage. Pour ce voyageur et photographe intrépide, c'était une journée comme les autres. Son ami n'a pas prêté beaucoup d'attention aux paroles de Charles, qui lui avait dit qu'il serait de retour dans quelques jours. Cependant, lorsque 2 jours se sont écoulés et que Charles était toujours porté disparu, son ami a supposé qu'il avait simplement décidé de prolonger son voyage. Mais lorsqu'un autre jour s'est écoulé et qu'il n'était toujours pas réapparu, les autorités ont été prévenues. Les autorités ont trouvé des témoins qui avaient vu le jeune homme dans la région du lac Diamond.
à environ 45 minutes de route du lac Crater. On pense qu'il a poursuivi son voyage à partir de là et qu'il est arrivé sain et sauf au parc. Cependant, d'autres témoins ont affirmé que Charles avait pris la route d'entrée nord, ce qui était étrange, car il y avait environ 1,5 mètre de neige sur cette route à l'époque. On a supposé qu'il avait peut-être changé d'itinéraire lorsqu'il avait rencontré la neige, mais personne ne le savait avec certitude, et aucune trace de lui ou de son campement n'a été trouvée dans la région. Malgré les efforts exhaustifs des autorités et le travail inlassable du père de Charles, qui s'était rendu sur place pour aider Robert Recherche et avait vécu dans une tente au bord du lac tout l'été, aucune trace de l'homme disparu n'avait été trouvée à ce moment-là. Les recherches, auxquelles s'était joint le FBI, ont été entravées par des congères profondes, atteignant plus de 3,5 mètres. Même après la fonte des neiges, il semblait que la forêt avait tout simplement englouti Charles, sans laisser de traces. L'absence de preuves a donné lieu à de nombreuses spéculations sur sa disparition, allant de la possibilité qu'il ait changé ses plans et quitté le parc de son propre chef à l'hypothèse qu'il ait donc été victime d'un crime. Les amis et la famille de Charles penchaient pour la théorie du crime, et l'implication du FBI semblait confirmer leurs soupçons. Il était très inhabituel que le FBI s'implique dans une affaire de personnes disparues sans qu'il y ait de suspicion apparente d'activité criminelle. L'implication du bureau était si atypique qu'un des amis de Charles, qui participait aux recherches, écrivit à William L. Scott, alors sénateur, pour lui demander des explications. L'absence de preuves a également donné lieu à la théorie selon laquelle Charles aurait pu s'enfuir pour commencer une nouvelle vie. Cependant, sa famille et ses amis ont insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais fait une telle chose. Les forces de l'ordre ont semblé conclure qu'il s'était simplement perdu et était mort dans la nature. Pendant ce temps, il n'y avait aucun signe de Charles, aucune nouvelle piste n'apparaissait et il semblait avoir tout simplement disparu de la surface de la Terre. Ce n'est que l'année suivante, en octobre 1976, que 2 randonneurs ont trouvé un sac à dos usé et déchiré dans un canyon isolé à 19 km de l'endroit où Charles était censé avoir campé. Les randonneurs ont apporté le sac à dos au poste des gardes forestiers. Dans une poche latérale, ils ont trouvé un trousseau de clés d'une Volkswagen, le même modèle que celui de Charles. Sentant une avancée décisive dans l'affaire, les gardes forestiers comparèrent tant les clés à une photocopie de la clé de voiture de Charles et constatèrent qu'elles correspondaient autant parfaitement. Une patrouille à cheval fut immédiatement envoyée dans la zone où le sac à dos avait été trouvé, près de Baby Creek. Peu après, des restes humains furent découverts de près du ruisseau, et bien que cela semblait être la dernière pièce du puzzle, à partir de ce moment, l'histoire devint encore plus étrange. À proximité, l'équipe de recherche a trouvé un jean sur un tronc d'arbre. Étonnamment, le jean était en bon état, malgré le fait qu'il ait été exposé aux intempéries pendant un certain temps. Cependant, il n'y avait aucune trace de chemise, de veste ou de bottes à proximité. Des os d'orteils cassés ont été trouvés dans les chaussettes qui se trouvaient toujours à l'intérieur des jambes du pantalon. Il n'y avait rien d'autre dans le jean qu'un os de tibia brisé. Pour ajouter au mystère, la ceinture du jean était détachée et la braguette ouverte, ce qui pourrait indiquer que l'homme l'avait retirée. Étrangement, le reste du corps était introuvable. L'un des gardes forestiers a décrit la situation comme si l'homme s'était simplement évaporé. L'équipe de recherche a également trouvé le sommet du crâne et plusieurs fragments d'os à environ 4 mètres du jean. Malgré une fouille minutieuse de la zone, aucun autre reste de Charles n'a été trouvé, et tous ses vêtements, à l'exception de son jean et de ses chaussettes, avaient disparu. Aucun objet personnel, tel qu'un portefeuille
où un appareil photo n'a été trouvé dans la zone. L'état des restes de Charles McCullough était non seulement étrange, mais soulevait également de nombreuses questions sur la façon dont il s'était retrouvé à cet endroit. La zone était isolée et accidentée, ce qui la rendait pratiquement inaccessible, surtout en cas de forte chute de neige, ce qui était le cas au moment de sa disparition. Le fait qu'il ait pu parcourir 19 km à pied, sans chaussures, dans de telles conditions, était déroutant. De plus, on ne savait pas pourquoi il avait besoin de se rendre à cet endroit. Les vêtements manquants ne faisaient qu'ajouter au mystère. Les autorités ont expliqué ce phénomène par un déshabillage paradoxal, qui se produit lorsqu'une personne souffrant d'hypothermie ressent un soudain afflux de chaleur et commence à retirer ses vêtements pour tenter de se rafraîchir dans des conditions glaciales. Cependant, cette théorie n'expliquait pas l'état de ses restes. Les autorités ont conclu à une mort naturelle, affirmant que son corps avait été déchiqueté par des animaux sauvages après son décès. Cependant, sa famille n'a pas accepté cette explication. Son frère Steve a exprimé sa méfiance à l'égard de la décision des autorités, affirmant que la fracture du tibia pouvait indiquer autre chose, à savoir un crime. Steve pensait que Charles avait peut-être fait du stop avec quelqu'un qui lui avait volé son argent et son équipement photographique, l'avait abattu et s'était débarrassé du corps dans la partie la plus reculée du parc, espérant que les animaux détruiraient toutes les preuves au printemps. La mystérieuse disparition et la mort de Charles McCullough restent monde non élucidés à ce jour, laissant ses amis et sa famille avec des questions sans réponse et des soupçons persistants. Malgré les circonstances étranges dans lesquelles ses restes ont été retrouvés à plusieurs kilomètres de son campement et dans un état de décomposition avancé, les autorités ont clos l'affaire, déclarant que sa mort était due à une exposition aux conditions météorologiques. Cette histoire souligne l'importance d'une enquête approfondie et de l'exploration de tous les scénarios possibles, y compris celui d'un acte criminel. Elle souligne également l'importance d'une communication efficace entre les forces de l'ordre et les familles des personnes disparues. Enfin, elle rappelle la valeur de l'implication de la communauté et les efforts inlassables des bénévoles dans les opérations de recherche et de sauvetage. L'histoire de Charles McCall sert d'avertissement aux touristes et aux amateurs de plein air sur l'importance de communiquer leurs projets, notamment l'itinéraire prévu et l'heure de retour prévue, ainsi que tout plan alternatif en cas d'urgence. Les touristes doivent également connaître les signes et symptômes de l'hypothermie, en particulier dans les zones de haute altitude. Passons maintenant à l'histoire de Jody Zecik et Gerald Durant, un couple qui a tenté de parcourir le Pacific Crest Trail à l'hiver 1981. Leur décision de partir dans des conditions hivernales dangereuses a conduit à un événement fatidique qui leur a finalement coûté la vie. Jody Zecik et Gerald Durant étaient un jeune couple aventureux qui partageait une passion pour la nature. En 1983, ils ont décidé de relever le défi ambitieux de parcourir le Pacific Crest Trail. Cet itinéraire de 2650 miles s'étend de la frontière américano-mexicaine en Californie à la frontière américano-canadienne dans l'État de Washington. Il faut généralement environ 5 mois pour parcourir ce sentier, et la plupart des voyageurs préfèrent le faire pendant les mois les plus chauds. Cependant, Jody et Jerry ont pris la décision fatidique de tenter l'aventure en hiver. Jody et Gerald ont commencé leur aventure hivernale à l'extrémité nord du sentier, dans l'État de Washington. Ils avaient été prévus de se diriger vers le sud, en direction de la ville de Wrightwood, en Californie, où ils comptaient aller se réapprovisionner avant de poursuivre leur voyage.
Au fur et à mesure qu'ils progressaient sur le sentier, ils ont dû faire face à des températures glaciales, des tempêtes de neige et un terrain dangereux. Malgré ces difficultés, le couple a continué, déterminé à terminer sa randonnée. Alors que Jody et Gerald approchaient de Wrightwood, ils ont commis une erreur fatale. Ils ont descendu par erreur dans le mauvais canyon, ce qui les a conduits sur un terrain beaucoup plus escarpé qu'ils ne l'avaient bien prévu, ou qu'ils n'étaient bien préparés à affronter. Au fur et à mesure de leur descente, les conditions déjà dangereuses se sont aggravées et les pentes verglacées ont rendu le chemin encore plus périlleux. Alors que le couple tentait de franchir les sections verglacées, la tragédie a frappé. Ils ont glissé sur la glace, ont perdu l'équilibre et ont fait une chute de près de 30 mètres sur une pente raide. La chute s'est avérée fatale pour Jody et Gerald, et leur rêve de conquérir le Pacific Crest Trail en hiver a pris fin de manière tragique. Le 3 décembre 1983, les équipes de recherche et de sauvetage ont retrouvé les corps de Jody et Gerald. Les recherches ont été difficiles car les conditions hivernales rendaient la zone encore plus dangereuse pour les sauveteurs eux-mêmes. Le terrain, combiné aux conditions météorologiques, créait un environnement propice aux accidents. La mort tragique de Jody et Gerald nous rappelle cruellement les risques liés aux aventures extrêmes en plein air. Leur histoire souligne l'importance d'une planification minutieuse, d'une bonne connaissance du terrain et du respect de l'environnement, en particulier dans des conditions hivernales difficiles. La communauté des randonneurs en a tiré plusieurs leçons. L'une d'elles est l'importance de connaître ses limites. De plus, une préparation et une planification adéquates sont essentielles. Une autre leçon est l'importance de disposer d'un équipement adapté. Dans ce cas, le couple aurait eu intérêt à utiliser des crampons, des piolets et des cordes, qui les auraient aidés à naviguer plus en sécurité sur les pentes glacées. Nous allons maintenant nous plonger dans le mystère non résolu de Chris Sherpa Fowler, un voyageur expérimenté qui a disparu alors qu'il tentait de parcourir le Pacific Crest Trail en 2016. Chris Fowler, un passionné de plein air de 34 ans, originaire de l'Ohio, s'est lancé dans l'aventure de sa vie en 2016. Il a décidé de parcourir le sentier. Chris s'est bien préparé pour le voyage, s'entraînant avec un ami dans le Colorado et prévoyant d'envoyer des colis de ravitaillement à plusieurs points de contrôle le long du sentier. Il a commencé la randonnée avec son ami, mais ils ont convenu de se séparer si leur rythme ne correspondait pas. Chris était surnommé Sherpa et restait régulièrement en contact avec sa famille et ses amis. Le 12 octobre 2016, alors qu'il lui restait moins de 640 km à parcourir pour terminer le PCT, Chris a disparu. Il a été vu pour la dernière fois au restaurant Cracker Barrel à White Salmon, dans l'État de Washington, où il s'était arrêté pour prendre un café avant de reprendre la route. Environ 1 heure plus tard, son téléphone a été éteint et il n'a plus été revu depuis. Lorsque les parents de Chris ont réalisé qu'ils n'avaient pas eu de ses nouvelles depuis 3 semaines, ils ont contacté les autorités, ses amis et d'autres randonneurs. Le bureau du shérif du comté de Yakima a lancé une vaste opération de recherche et a finalement conclu que Chris avait probablement été surpris par une violente tempête sans être préparé et était mort d'hypothermie. Malgré la conclusion officielle, de nombreuses théories persistent sur le sort de Chris. Certains pensent qu'il a disparu intentionnellement, tandis que d'autres suggèrent qu'il a été victime d'une attaque animale ou d'un crime. Cependant, aucune preuve convaincante n'a été trouvée pour étayer ces théories. Sally Fowler, la belle-mère de Chris, s'est consacrée à la recherche de son fils.
Elle a retracé son itinéraire, organisé des recherches et utilisé les réseaux sociaux pour partager son histoire. Grâce à son dévouement, elle est devenue un membre essentiel de la communauté des randonneurs, promouvant les mesures de sécurité et soutenant les familles d'autres voyageurs disparus. En collaboration avec la famille d'un autre voyageur disparu, David O'Sullivan, Sally a fondé la Fowler O'Sullivan Foundation. Cette fondation aide les familles des voyageurs disparus dans leurs recherches, leur fournit des ressources et soutient les initiatives visant à prévenir de nouveaux cas de disparition. Malgré des années de recherche, Chris Fowler reste introuvable. Sa belle-mère et la communauté des randonneurs continuent d'espérer qu'il sera retrouvé. Nous allons maintenant examiner la mystérieuse disparition de Christopher Sylvia, un randonneur expérimenté qui a disparu alors qu'il parcourait le Pacific Crest Trail. Chris Sylvia était un voyageur de 28 ans qui a été vu pour la dernière fois le 16 février 2015. Il portait des chaussures de randonnée marron, une veste sombre et un pantalon vert. Le 12 février 2015, il s'est lancé sur le PCT depuis Formanza Valley, en Californie. Le 16 février, il a appelé son ami et colocataire, Min Kim, pour organiser un rendez-vous afin de lui remettre ses affaires près de Warner Springs, dans un temple bouddhiste situé sur Chicago Valley Road. Chris n'est jamais arrivé à l'endroit convenu. Son ami n'a signalé sa disparition que le 24 février, lorsque Chris n'est pas arrivé à sa destination finale. Plus tard, d'autres randonneurs ont trouvé un sac de couchage, un matelas de sol et un sac à dos qui semblait appartenir à Chris, ainsi que ses papiers d'identité, à environ 20 km au nord de l'autoroute 79. Le 3 mars 2015, le bureau du shérif du comté de San Diego a interrompu les recherches pour Chris en raison des conditions météorologiques. À ce moment-là, il était porté disparu depuis 2 semaines. Il est important de noter que ce n'est pas le type de terrain où un corps pourrait être facilement caché. Des cougars habitent la région, mais ce sont des animaux timides qui évitent généralement tout contact avec les humains. Cette affaire est assez mystérieuse. Chris ne se serait pas éloigné de son équipement. Compte tenu de l'ampleur des recherches, il est peu probable qu'il soit tombé ou ait perdu la capacité de se déplacer sans être retrouvé. Il n'y a aucune preuve de problème lié à des crimes contre les touristes dans cette partie du sentier, et la distance par rapport à la frontière rend peu probable qu'il ait pu rencontrer des trafiquants de drogue. Une théorie, publiée sur un forum internet, suggère que Chris aurait quitté le sentier et se serait arrêté dans un camping pendant quelques jours. Il aurait rencontré le propriétaire du camping, Earl, connu pour sa gentillesse envers les randonneurs, qui lui aurait peut-être proposé de le conduire jusqu'à la route afin qu'il puisse poursuivre sa randonnée. Malheureusement, Earl est décédé depuis et cette théorie reste donc non confirmée. La mère de Chris, Nancy Sylvia, pense que la disparition de son fils pourrait être liée à un acte criminel. Ses 5 enfants sont tous des voyageurs expérimentés et elle trouve très inhabituel que Chris soit parti en randonnée seul et ait délaissé son équipement derrière lui. Min Kim, le voisin de Chris, a déclaré « Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer qu'il va bien et essayer de nous souvenir autant que possible des moments agréables passés avec lui. » Malgré les années qui passent, les proches de Chris continuent de chercher des réponses. Si vous disposez d'informations sur la disparition de Christopher Sylvia, veuillez contacter le département du shérif de San Diego. Votre aide pourrait permettre à la famille et aux amis de Chris de tourner la page. La mystérieuse disparition de Chris Sylvia reste une affaire non résolue, laissant de nombreuses questions sans réponse. Ses proches n'ont plus que leurs souvenirs et leur détermination inébranlable à découvrir la vérité.
La première neige de l'année apporte généralement de la joie et un sentiment de fête à la petite station de ski de Mammoth Lakes, située dans la partie orientale de la Sierra californienne. Cependant, la neige tombée début octobre 2013 était un présage déprimant pour ceux qui recherchaient l'homme disparu de Pennsylvanie. L'espoir s'est évanoui avec le changement inévitable de saison, et ses proches ont commencé à prendre conscience de la dure réalité. Il ne reviendrait peut-être jamais. À plus de 4000 km de là, sa famille était tiraillée entre le désespoir et l'optimisme, se sentant complètement impuissante à l'autre bout du pays, alors que leur vie quotidienne continuait. 3 mois plus tôt, en juillet, ce professeur de mathématiques de 39 ans avait laissé sa voiture dans un garage de Mammoth pour la faire réparer. Il était venu dans la région pour passer ses vacances d'été à faire de l'escalade lorsque le joint de culasse de sa voiture a explosé. Les amis avec lesquels Green voyageait sont rentrés chez eux et Matthew avait prévu de se rendre en voiture dans le Colorado pour rejoindre un autre groupe d'amis afin de faire davantage d'escalade dès que sa voiture serait prête. « Je vais peut-être devoir passer le reste de ma vie ici, à Mammoth », a-t-il écrit dans un message humoristique à un ami. Au fur et à mesure que les réparations s'éternisaient, sa frustration grandissait, tout comme son désir de poursuivre son voyage. Depuis lors, Matthew Green n'a plus donné signe de vie. Il a parlé pour la dernière fois à ses parents le 16 juillet 2013, mais n'a parlé à personne de ses projets pour le lendemain. Il n'est jamais allé chercher sa voiture au garage, sa tente au camping est de rester soigneusement rangée et ses cartes de crédit et son téléphone n'ont pas été utilisés depuis. Matthew avait une habitude. Lorsqu'il partait en randonnée, il arrachait les pages de son guide qui décrivait les itinéraires qu'il prévoyait d'emprunter. Au lieu d'emporter le livre entier avec lui, il ne prenait que quelques pages et, à son retour, il les recollait comme des trophées. Le seul indice trouvé était quelques pages déchirées d'un guide d'alpinisme qui indiquait la région des Minarettes et la chaîne Ritter dans la réserve Ansel Adams. À cette époque, Mammoth Lakes connaissait un temps ensoleillé avec des températures supérieures à la moyenne. Le 29 juillet 2013, Matthew Green a été officiellement déclaré disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. Selon le FBI et le National Crime Information Center, plus de 600 000 signalements de personnes disparues ont été enregistrés aux États-Unis en 2013. À la fin de l'année, près de 85 000 de ces cas restaient non résolus. Au moment de sa disparition, Matthew Green était la seule personne portée disparue à Mammoth Lakes. En janvier 2014, sa famille a déposé une déclaration de décès en Pennsylvanie. L'affaire reste toutefois ouverte auprès du département de police de Mammoth Lakes. La plupart des gens pensent que Matt a été victime d'un accident dans les montagnes, peut-être une chute, a déclaré son ami John Greco, qu'il avait rencontré en Californie. Cependant, tous ses amis s'accordaient à dire que Matthew était un alpiniste expérimenté, compétent et extrêmement prudent. Matthew Green est né le 8 septembre 1970, fils de Robert et Patricia Green, et était le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Il a grandi dans la campagne de Pennsylvanie, où il a développé très tôt son amour pour la nature. Il était scout et allait souvent chasser et pêcher avec son père. Grandir dans la nature sauvage de Franklin Township a été une véritable bénédiction, a écrit Green dans une lettre adressée à sa sœur Tiffany Manteau en 1999, alors qu'il servait dans le Peace Corps. J'en suis ressorti avec un sentiment d'indépendance, un amour de la nature et la détermination de réussir à l'école ou dans tout autre domaine. Enfant, Green emmenait souvent sa sœur pêcher et faire du tir à la cible au bord du lac, où il restait jusqu'à ce que les insectes commencent à les déranger.
Ils faisaient des randonnées ensemble, même pendant les hivers rigoureux typiques du Nord-Est. La glace ne le ralentissait pas du tout. J'avais du mal à le suivre, se souvient Minto. Green aimait courir, il a fait de l'athlétisme au lycée et a couru plusieurs fois le marathon de Boston à l'âge adulte. Dans son discours d'adieu, lors de la remise des diplômes du lycée, Green a exhorté ses camarades de classe à prendre des risques. Il est temps d'atteindre nos objectifs actuels et d'en fixer de nouveaux que nous surmonterons dans nos futurs voyages et entreprises. Peu importe où ils nous mènent, nous ne devons pas freiner notre imagination juvénile, nous ne devons pas avoir peur de prendre des risques et, surtout, nous devons vivre pleinement notre vie, a-t-il déclaré dans son discours. Green a poursuivi ses études à l'université Clemson, en Caroline du Sud, puis a été transféré et a obtenu son diplôme à l'Université d'État de Pennsylvanie. De 1998 à 2001, il a été volontaire au sein du Peace Corps, enseignant en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il écrivait régulièrement des lettres à sa sœur, lui donnant des conseils sur la vie, l'université et les relations amoureuses. Toutes les relations que tu as dans la vie peuvent être divisées en 3 catégories. Les personnes qui te poussent à aller de l'avant, celles qui te freinent et celles qui ne font ni l'un ni l'autre, écrivait-il. Il écrivait également à ses amis pour leur raconter ses aventures. Il a par exemple décrit une randonnée de 6 heures pour réparer un émetteur radio qui s'est transformé en un périple de 9 heures, à travers des fourrés denses et un terrain montagneux, où il a dû traverser une cascade rugissante de 30 mètres et descendre prudemment d'innombrables vallées. Dans ses lettres, Green ne parlait pas seulement de son travail et de ses recherches, mais réfléchissait également à la vie et à son sens profond. Il était triste que les gens atteignent un moment dans leur vie où leurs passions ne prévalent plus sur la routine quotidienne, écrivait-il. Je ne sais pas pourquoi notre esprit est toujours attiré par la rationalité. C'est agaçant, du moins pour moi. Il faut beaucoup d'efforts mentaux pour céder à mes passions, mais une fois que je m'y consacre, je n'ai jamais de regrets. Après son retour du Peace Corps, Green y acceptait un poste de professeur de mathématiques dans un lycée de Pennsylvanie et a passé ses vacances d'été à faire de la randonnée pour assouvir sa soif d'aventure. Il voyageait souvent seul vers l'ouest, faisant du camping, de la randonnée et de l'escalade, rencontrant parfois des amis en chemin. En 2006, il a fait un road trip à travers le Dakota du Sud, le Wyoming et la ville de Red Lodge dans le Montana. Lorsque sa voiture est tombée en panne à la fin du voyage, il a fait du stop jusqu'au départ du sentier. Dans son journal, il a écrit « En quelques jours, j'ai fait une randonnée incroyable de 10 heures. La roche était étonnamment solide, mais certains gros morceaux bougeaient. À mon retour, j'ai découvert que des rongeurs avaient rongé les fils d'allumage, les tuyaux d'aspiration et la plupart des isolants des fils. J'ai conduit jusqu'à la ville et j'ai amené la voiture dans un garage. Le lendemain, il a ajouté « Comme hier, la voiture n'est toujours pas prête. J'ai fait du stop jusqu'à Bear Track et j'ai grimpé jusqu'au plateau de Silver Run. C'est tout simplement incroyable là-bas. Une belle combinaison de pins et de champs ouverts, encore plus de lecture, encore plus de recherches en ligne. Je suis en train d'élaborer un plan. Escalader Yellowstone, Teton, Wind River Range, Bells, peut-être les Great Sand Dunes et Longs Peak, puis rentrer à la maison. J'attends toujours la voiture. » Green est arrivé à Mammoth Lakes le 28 juin 2013, quelques jours avant de retrouver ses amis, John et Jill Greco. Il a installé son campement au New Shady Rest, un terrain de camping à la périphérie de la ville, et a payé son séjour jusqu'au 7 juillet. John, Jill et leur fils de 9 ans ont pris une chambre dans un hôtel voisin. Au cours des 10 jours suivants, Green et John ont gravi plusieurs des voies classiques sombres de la région, notamment Crystal Craig et Clark Canyon. Green a tenu un journal manuscrit de ses ascensions,
prenant parfois des notes de détaillées et parfois des notes succinctes. Il vérifiait fréquemment les conditions des voies sur des sites web consacrés à l'escalade et en rendait compte. Au cours de ce voyage, il a écrit sur Summit Post « Le samedi 6 juillet, nous avons facilement traversé la brèche en forme de V grâce à un pont de neige. Avant de commencer l'ascension, nous avons soigneusement examiné la voie à la recherche de signes de chute de pierre, et un seul rocher de la taille d'une balle de baseball nous est tombé dessus pendant l'ascension. Pendant le séjour de Green à Mammoth, sa Subaru était constamment au garage. Elle a été réparée, mais la voiture a de nouveau surchauffé dans les montées Pro-Red et a dû être ramenée au mécanicien. Finalement, il a été déterminé que le joint de culasse avait brûlé et la réparation a pris plus de temps. Le 7 juillet, John et Jill devaient bientôt quitter Mammoth Lakes. Matt avait prévu d'aller dans le Colorado pour retrouver d'autres amis. Le matin, tout le groupe est parti en randonnée à Emerald Lake. Ensuite, Matt a continué sur le sentier menant à Mammoth Ridge, tandis que John et Jill sont retournés à leur voiture. C'était la dernière fois que leurs amis voyaient Matt. Alors que nous descendions le sentier, j'ai dit à mon mari, « Tu sais, il part comme ça sans prévenir personne. S'il lui arrive quelque chose, personne ne saura où le chercher. » se souvient Jill. Son mari a répondu, « Oui, et le pire, c'est que sa voiture ne sera pas au départ du sentier. » Bien que Green ait également prévu de partir ce jour-là, sa voiture était toujours au garage. Coincé à Mammoth, il n'était pas au milieu de nulle part. Des bus circulaient dans la ville et il pensait que les réparations ne prendraient que quelques jours. Pendant les 8 jours suivants, Green a continué à grimper seul, contactant John et Jill par SMS tous les 2 ou 3 jours. Le 8 juillet, il a gravi le Regal Huf Minaret. Le 9 juillet, il s'est dirigé vers le nord pour escalader le Dana Couloir, une voie glacée très prisée. Plus tard, il a envoyé un message à John. L'ascension du Regal Huf Minaret m'a pris moins de 7 heures aller-retour, mais c'était terrifiant. Le Dana Couloir était facile mais amusant, et c'était la meilleure glace de tout le voyage. Le 11 juillet, Green a pris un bus pour Reds Meadow afin de faire une nouvelle randonnée dans la région des Minarets et de la chaîne Ritter. En chemin, il a discuté avec un employé du parc à Devil's Postpile Trail. Ils ont parlé de l'ascension du Ritter Mountain, du Banner Peak et du Clyde Minaret. Matthew n'était pas sûr de son itinéraire pour cette journée, mais il a finalement gravi le Clyde Minaret, haut de 3740 mètres. Du 12 au 15 juillet, Green a traversé un terrain accidenté pour rejoindre Mammoth Crest et a gravi l'Unicorn Peak dans les hautes terres de Yosemite. Le 16 juillet, il s'est rendu à la bibliothèque de Mammoth Lakes pour utiliser Internet. Il a appelé ses parents et son mécanicien, envoyé quelques SMS et fait un petit achat à la pharmacie. Il a payé son emplacement de camping pour cette nuit-là et la suivante. Jill Greco s'est inquiétée lorsque Green a cessé de répondre à ses messages. Au début, elle n'y a pas prêté attention, mais elle a ensuite commencé à l'appeler et son mari lui a renvoyé des messages. Il n'y a eu aucune réponse. Le 21 juillet, après 3 nuits sans paiement, le propriétaire du camping a signalé le campement abandonné au département de police de Mammoth Lakes. 2 agents se sont rendus au camping et ont consigné les informations dans un registre. Le site au Nonecar 64 était resté intact. Ses affaires, soigneusement pliées, étaient rangées dans la tente et sa nourriture se trouvait dans une boîte à l'épreuve des ours. Le détective Doug Hornbeck a déclaré « Nous ne pouvons pas faire grand-chose tant qu'une déclaration officielle de disparition n'a pas été déposée. » Le campement a été démonté. L'équipement de Green a été mis en stockage et de nouveaux campeurs ont rapidement pris possession du site. Le 26 juillet, la mère de Green a fait part de son inquiétude. Elle lui a laissé des messages, mais il n'a pas répondu. Cependant,
Green faisait souvent de longues randonnées et ne répondait pas toujours immédiatement. Sa sœur Minto ne s'est donc pas inquiétée au début, pensant que son téléphone était simplement à court de batterie, car il ne pouvait pas le recharger dans la voiture. Néanmoins, les jours passant et aucune réponse n'arrivant, son inquiétude a grandi. Le 29 juillet, 7 jours après le démantèlement du campement de Green, Jill a appelé le garage. On lui a répondu que la voiture était prête depuis le 18 juillet. Green n'a pas répondu au message l'informant que le véhicule était prêt et n'était pas venu le chercher. Jill a alors appelé le centre d'accueil des visiteurs de Mammoth Lakes et s'est entretenue avec un garde forestier qui a insisté pour qu'elle signale sa disparition. 13 jours après sa disparition, Matthew Green a été officiellement déclaré disparu. Green était un alpiniste expérimenté. La liste de ses ascensions, enregistrée sur Summit Post, ressemblait au CV d'un professionnel. Ses amis ont déclaré qu'il était un alpiniste chevronné qui planifiait soigneusement ses expéditions et ne prenait pas de risques inutiles. Plus de 2 semaines après la dernière conversation de Green avec ses parents, le détective Hornbeck a demandé à Verizon des informations sur son téléphone. La société a conclu que le téléphone était éteint depuis longtemps et ne pouvait être localisé. Le dernier signal a été enregistré par une antenne relais sur Mammoth Mountain le 16 juillet. Selon le détective, le signal a créé un triangle dont les sommets se trouvaient à Fresno et June Lake, indiquant que le téléphone se trouvait dans une région composée principalement de la réserve naturelle Ansel Adams Wildlife Refuge. Le département de police de Mammoth Lakes n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. La possibilité d'un suicide a été rapidement écartée. Green n'avait pas de problèmes financiers, était célibataire et ne montrait aucun signe de dépression. Jill Greco a déclaré que lorsqu'il l'avait vu pour la dernière fois, il était aussi normal et optimiste que d'habitude. Habituellement, lorsqu'une personne est déportée disparue dans les montagnes, le service de recherche et de sauvetage, SR, lance immédiatement une enquête. Mais Matthew Green n'avait dit à personne où il allait et sa voiture était au garage. Il n'avait mentionné donc même pas de point de départ pour les recherches. Sans emplacement connu, le SAR ne pouvait pas lancer de recherche comme à grande échelle. À partir de la liste du matériel laissé dans sa voiture et sa tente, ses amis ont pu déterminer ce qu'il avait emporté avec lui. Il portait probablement une casquette de baseball bleue, un t-shirt noir par-dessus une chemise verte à manches longues et des chaussures de randonnée. Il avait un grand sac à dos noir et blanc, un piolet, des crampons et peut-être une deuxième paire de chaussures. Il n'avait aucun équipement pour passer la nuit. Comme il n'avait pas de voiture, le seul moyen de se rendre au départ du sentier était de marcher, de faire du stop ou de prendre les transports en commun. Le chapitre 12, qui mentionnait les minarettes, avait été arraché d'un guide trouvé parmi ses affaires. Bien qu'il n'ait pas été en mesure de lancer une recherche à grande échelle, le service des gardes forestiers a envoyé des équipes dans la région des minarettes pour des missions d'entraînement. Ils ont vérifié les registres d'inscription au sommet des montagnes et un hélicoptère a survolé la zone. Le détective Hornbeck a collaboré avec le service forestier américain pour contacter les randonneurs qui avaient un permis pour passer la nuit dans la région. Si quelqu'un avait parlé à Green sur le sentier ou lui avait donné un lift, cette personne ne s'est jamais manifestée. La famille de Green a engagé une société privée pour effectuer des relevés aériens de la zone. Ils ont enregistré sur 100 gigaoctets de données qui ont ensuite été examinées mais n'ont révélé aucun signe de Matthew. Le détective Hornbeck a vérifié toutes les pistes, y compris les appels de médiums du monde entier. Une paire de lunettes a été trouvée près de la place de parking de Green, mais la prescription ne correspondait pas à celle enregistrée dans le dossier. La police a interrogé les touristes et les employés du garage, mais personne n'avait d'informations précises. Ce qui a le plus bouleversé ses proches, c'est qu'une personne aussi expérimentée,
n'ait partagé ses projets avec personne. Un simple SMS « Salut, je vais faire de l'escalade dans les minarets aujourd'hui » aurait résolu beaucoup de problèmes, a déclaré le détective Hornbeck. La sœur de Green a créé une page Facebook, donné des interviews, et ses amis ont publié des informations sur des forums d'alpinisme. Des discussions ont commencé, et diverses théories ont été avancées. Ce qui rend les minarets si attrayants pour les grimpeurs les rend également dangereux. La chaîne Ritter est composée de roches métavolcaniques qui, contrairement au granit, s'effritent facilement et ne sont pas aussi résistantes. Elles forment des reliefs pointus plutôt que des pierres lisses. Plusieurs années ont passé, mais aucune trace de Matthew Green n'a été trouvée. En août 2014, des touristes qui étaient ses voisins de camping sont revenus dans la région, ont vu une affiche signalant sa disparition et ont appelé la police. Ils ont déclaré avoir invité Matthew à faire une randonnée avec eux, mais qu'il avait refusé. Il ne leur avait pas dit où il allait, ou bien il ne s'en souvenait pas. Comme Green portait un piolet et des crampons, il est logique de supposer que le 17 juillet 2013, il se dirigeait vers le mont Ritter. Le glacier sud-est est la voie enneigée, la plus célèbre de cette chaîne de montagnes, et elle a été décrite dans le chapitre arraché du guide. Cependant, même pour les alpinistes les plus expérimentés, l'ascension du mont Ritter en une seule journée est un exploit remarquable. Au moment de la disparition de Matt, je soupçonnais fortement qu'il était parti pour le mont Ritter, mais après réflexion, je n'en suis plus si sûr, a déclaré John Greco. Je ne pense pas que l'ascension en elle-même aurait particulièrement intéressé Matt. Il s'agit plutôt d'un travail difficile avec des défis techniques limités. Une attaque animale était peu probable, car aucun indice d'un tel incident n'a été trouvé. Selon toute vraisemblance, Matthew Green est mort à la suite d'un accident pendant l'ascension. Peut-être a-t-il décidé, lors de son dernier jour, de gravir la plus haute montagne de la région, mais il n'existe aucune preuve tangible à cet égard. S'il faisait de l'autostop, il aurait pu se retrouver n'importe où. Les amis proches et les partenaires d'escalade de Green se sont rendus eux-mêmes à Mammoth Lakes en août 2013 pour le rechercher. Dean Rosno, ancien membre du service de recherche et de sauvetage, a passé près de 30 jours à rechercher Green, en se concentrant d'abord sur les minarets, puis en s'orientant vers Ritter et Banner. Dans une zone de recherche aussi vaste, ce que nous recherchons est si petit que pour le trouver, il faut littéralement marcher sur les preuves, a déclaré Rosno. Lorsque la neige est tombée en 2013, les recherches ont été suspendues. La famille a reçu un certificat de décès afin de régler ses affaires. Il n'y a pas eu de cérémonie commémorative. Le plus difficile, c'est l'incertitude, a déclaré son ami Tom David. Si seulement il avait dit à quelqu'un où il allait, la situation aurait été complètement différente, mais on ne peut pas lui en vouloir. Nous avons tous fait la même chose. Les amis les plus proches de Green disent donc qu'ils ne font plus autant d'escalade qu'avant. Le sentiment constant de perte et de tristesse a tout simplement refroidi leur enthousiasme. Greco n'a plus fait d'escalade depuis la disparition de Matt, sauf pour les recherches. Je peux invoquer le manque de partenaires, le travail et les responsabilités familiales, mais la vérité, c'est que je n'avais tout simplement plus la motivation, a-t-il déclaré. En 2014, le père de Green, Robert, a passé l'été à Mammoth Lakes. À 69 ans, il a commencé à s'entraîner pour être prêt à faire des randonnées dans la High Sierra. Il voulait passer l'été dans les montagnes où son fils était présumé mort, et pendant cette période, il a parcouru près de 1000 milles d'un 30 km, explorant les sentiers que Matt aimait tant parcourir. La mère de Green voulait qu'il comprenne l'attrait de l'activité que son fils aimait tant. Elle n'arrêtait pas de penser à quel point
Matt aurait aimé voir son père escalader des montagnes. La mère de Matthew, Patricia, ne s'est rendue qu'une seule fois à Mammoth Lakes pour une semaine. N'étant pas fan de randonnée, elle a passé la plupart de son temps en ville, pendant que sa fille et son mari parcouraient l'année les sentiers. Elle se sentait en paix, frappée par la beauté de la nature, mais rentrer chez elle lui donnait l'impression d'abandonner les recherches. Elle voulait passer à autre chose, mais c'était tout simplement impossible. À ce jour, aucune trace de Matthew Green n'a été retrouvée. C'est ici que nos histoires s'achèvent, mais les mystères qu'elles ont laissés derrière elles perdurent. Le destin de ces personnes n'est pas seulement celui d'accidents tragiques, mais aussi un rappel éternel de la frontière ténue qui sépare l'aventure du désastre. La nature sauvage, avec sa beauté à couper le souffle, gardera toujours ses secrets. Pour le monde, ces personnes sont devenues un exemple à ne pas suivre, mais pour leurs familles et leurs amis, elles restent une blessure non cicatrisée et une quête sans fin de réponses. Que leurs histoires nous incitent à traiter les forces de la nature avec encore plus de respect et à ne jamais oublier ceux qui ont fait leur dernier pas dans la grandeur silencieuse des montagnes. Merci de votre attention. Soyez prudents lors de vos voyages.